Donc aujourd'hui, on va regarder le principe de JavaScript. Donc je m'attends à ce qu'on sait programmer en JavaScript de manière générale, mais on va regarder c'est quoi les éléments qui sont spéciaux, okay, qui changent comparément à d'autres langages, comparément à qu'est-ce qu'on est habitué de faire en JavaScript. Après ça, dans la deuxième partie du cours, il va y avoir un moment où c'est que vous allez pouvoir faire des exercices de JavaScript pour vous habituer au langage, vous habituer à la méthode d'écriture. Puis aussi, ça va être notre premier contact avec le workflow, la manière de travailler avec Git. Donc, les premiers exercices, puis tous les projets subséquents vont se faire avec Git. Donc, je veux qu'on soit prête à être capable de travailler avec ça. Fait que le site qu'on va utiliser pour être capable de regarder la syntaxe, ça s'appelle javascript.info. Donc, c'est lui qui va nous apprendre comment écrire en JavaScript, c'est quoi les différentes modalités à l'intérieur. Donc, ce site-là, c'est vraiment un excellent site avec plusieurs exemples, plusieurs points problématiques aussi qui expliquent qu'est-ce qui est différent, pourquoi est-ce que c'est différent, puis comment est-ce que ça marche. Donc, on va commencer avec le principe de base. On veut, mettons ici, écrire juste un petit Hello World. Là. Donc, nous, ce que vous connaissez de JavaScript pour l'instant, c'est le principe qu'on a à l'intérieur de une page web, okay, donc un document HTML, la possibilité d'avoir un tag script okay, qui va contenir du JavaScript à l'intérieur. Donc, c'est encore la méthode la plus commune d'avoir du JavaScript, c'est comme ça qu'on interagit dans nos browsers, mais il y a des méthodes alternatives. Premièrement, plus tard, on va voir qu'on peut littéralement invoquer le script qui est dans un autre fichier à part, mais encore une fois dans un document HTML. Mais ce qui va se passer aujourd'hui, ça va être plus qu'on veut exécuter du JavaScript à l'extérieur de notre browser, à l'extérieur de notre furteur. Donc, il faut trouver une manière de exécuter du JavaScript qui ne roule pas à l'intérieur d'une page web. Donc, on a installé le logiciel Node.js hier qui va nous permettre de faire exactement ça. Donc, quand on a installé Node.js, ça devrait nous permettre de... Laissez-moi partir un terminal. Comme ça ici. Donc, dans mon terminal, okay, on va pouvoir utiliser Node.js de deux manières. Donc, la première manière, ça va être directement comme étant un REPL qu'on appelle, donc un Read, Evaluate, Print Loop. En gros, c'est un interpréteur interactif, un interpréteur dynamique, dans lequel je vais pouvoir écrire chacune des instructions, puis ils vont être évaluées immédiatement, puis ils vont me donner le résultat de cette évaluation. Fait que pour appeler le REPL, R-E-P-L, de Node, ben on a juste à invoquer la commande, puis on tombe dans Node. Ici, moi j'ai la version 14, là. Moi j'ai dit d'installer la version 12, c'est correct, il n'y a pas de changement majeur entre les deux. Puis à partir de là, ben, je peux commencer à écrire des instructions, puis ces instructions-là vont être capables d'être exécutées immédiatement par la suite, par notre interpréteur. Donc ça, c'est notre première... puis qu'est-ce qu'on va utiliser majoritairement aujourd'hui pour voir toutes les fonctionnalités qui existent en JavaScript. Mais quand j'ai besoin d'avoir quelque chose de plus informatique, là, de plus programmation, pour avoir un programme complet, je peux sortir de là. Puis on va être capable d'exécuter des fichiers, des scripts de JavaScript. Donc, si je veux me faire un petit fichier de JavaScript, fait que je peux l'appeler, mettons, test. Puis, on va écrire un petit Hello World à l'intérieur pour le fun.
Donc, avec ça, on peut sauvegarder ça. Fait qu'on a... il me semble que j'ai installé ça. Je ne l'ai pas installé. Eh bien. Comme ça. Fait qu'on a ici le fichier test.js. Puis, si je veux, je peux l'invoquer comme étant un script qui va être exécuté. Donc, ça exécute chacune des instructions. Puis, après ça, on a le principe qui vient avec. Ici, en passant, ça, c'est ma ligne de commande qui est capable de tester le temps que ça prend des choses. Là. Ça ne fait pas partie du code qui est exécuté. C'est juste cette partie-là qui est importante. Fait qu'on est capable d'avoir une fenêtre interactive que je vais utiliser aujourd'hui pour tester les différentes fonctionnalités, mais pas, mettons, pour les exercices qu'on va faire aujourd'hui. On va faire ça dans des fichiers séparés qu'on va pouvoir exécuter pour tester la fonctionnalité voulue. Parfait. Donc, on va regarder les principes fondamentaux de notre ami JavaScript. Donc, la première chose, bon, ici vous allez voir une affaire qui est différente les deux. Là. On a, sur ce site-là, ça utilise des alerts. Donc, si je regarde, je vais avoir quelque chose ici. Donc, des alerts, hein, parce que quand je paye sur Play, ça va pouvoir me faire des fenêtres modales dans mon browser pour chacune des affaires. Moi, je vais utiliser le console log qui permet de faire un affichage dans la console. Donc, dans ma fenêtre de commande, ça va être beaucoup plus convivial. Puis surtout que l'alert ne marche pas dans Node parce que ça ne fait pas partie du furteur. Donc, on a le premier principe, la structure du code à l'intérieur. Donc, comme dans n'importe quel langage de programmation, il y a des instructions qui vont être exécutées de manière séquentielle. Hein, c'est ça qui va être capable de créer nos programmes. J'espère que je ne prends rien à personne à votre 5e étape là-dessus. Mais on va voir, puis c'est une thématique qui est récurrente en JavaScript. Il y a beaucoup de raccourcis qui ont été créés avec le temps. Des raccourcis pour nous faciliter la vie. Mais chacun des raccourcis a comme une espèce de revers, une espèce de contrebalancier qui fait en sorte qu'il faut faire attention parce que il y a certaines situations où c'est que ce raccourci-là peut venir bloquer, peut venir nous causer problème dans notre futur. Fait que le principe, c'est que en JavaScript, on a différentes instructions, puis les instructions sont délimitées par un point-virgule. Hein? Donc, comme en C++, comme en C, comme dans tous les langages qui sont basés sur le C. Donc, on a des instructions, point-virgule, une instruction, point-virgule, ça va bien. Pour la lisibilité, habituellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une instruction sur chaque ligne. Okay? Ça fait en sorte que c'est plus lisible. Puis, qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? C'est qu'on a décidé, ben, pas on exclut la personne qui parle, là. Donc le comité de gestion du langage a décidé que on peut avoir des instructions sur une ligne qui n'a pas de point-virgule. Puis, ce qui va arriver, c'est que lui, il va essayer de rajouter un point-virgule automatiquement. Donc, il y a le Automatic Semicolon Insertion qui existe. Puis, lui va essayer de mettre un point-virgule où c'est que ça fait le plus de sens. Mais il faut faire attention parce que des fois, il ne va pas prendre la bonne supposition. Okay? Donc, si tu commences à écrire puis tu dis c'est pas grave, il va juste faire tout le temps la bonne chose puis que ton code commence à casser à des places, ben c'est habituellement parce qu'il va y avoir un point-virgule qui a été ajouté sans que tu le saches. Fait que là, il y a différentes écoles de pensée de comment pallier à ce problème-là. Il y en a une, c'est bon, on continue à faire attention, on fait en sorte que les instructions sont claires sur chacune de nos lignes. Puis il y a d'autres écoles de pensée qui vont faire, ben, fuck that, à la place, on va juste mettre des points-virgules, puis c'est nous autres qui va être en contrôle des instructions comme on a besoin. Mais
c'est quelque chose qui peut devenir problématique. Fait qu'il faut faire une attention particulière à nos sauts de ligne en JavaScript parce que ça peut causer des problèmes qui sont extrêmement difficiles à débugger. Parce que tu ne le vois pas, le point-virgule, mais il est quand même ajouté automatiquement. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Fait qu'il y a des commentaires. OK, donc on a les commentaires commencés avec les doubles slash. On a les commentaires commencés plus avec le slash étoile suivi d'un étoile slash qui va faire en sorte que tout ce qui est à l'intérieur de ce bloc est commenté là. Donc, pas de problème de ce côté-là. On continue, puis on tombe dans une première chose historique qui est le useStrict. Donc, il faut faire un petit peu d'histoire ici du JavaScript pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, le JavaScript, c'est le langage du web. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais le principe, c'est que c'est le langage que tous les browsers, tous les furteurs, Chrome, Firefox, Edge, hein, puis Internet Explorer, ça n'existe plus, ça. Microsoft a mis une hache là-dedans. Donc, tous ces browsers-là, le langage de programmation qui est capable d'être exécuté à l'intérieur de la page, c'est JavaScript. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc, dans les années 90, quand le web a commencé à apparaître, hein, il y avait juste seulement du HTML qui était disponible. Puis, on a commencé à vouloir avoir un langage de programmation qui existait à l'intérieur du browser, qui nous permettait d'avoir des choses dynamiques, d'avoir de la computation, de la programmation à l'intérieur de nos pages web. Puis, il y a eu différents essais qui ont été faits. Donc, JavaScript, c'est pas arrivé comme étant la grosse bête qui était le standard pour tout le monde. C'était un parmi tant d'autres. Puis, dans le temps, c'était Netscape, Navigator. Puis, la compagnie se disait, ben là, vous nous autres aussi, il faut faire une espèce de standard pour avoir du contenu dynamique dans nos pages web. Puis, le gars qui a été seté à faire ça, il a écrit le langage de programmation, la légende dit, à l'intérieur de 48 heures ou à l'intérieur d'une semaine. OK? Donc, de développer un langage, c'est quelque chose habituellement qui prend plus qu'une semaine. Fait que ça veut dire qu'il y a des coins ronds qui ont été faits, il y a des choses qui ont été assumées qui, avec le temps, ont eu des répercussions graves sur la fiabilité, la facilité d'utilisation. OK? Puis, ça fait en sorte que c'est cela qui a été adopté juste par popularité puis des raisons des années 90 de comment les choses se sont propagées. Mais ça fait en sorte que ce langage-là, qui a été créé extrêmement rapidement, sans trop y penser, est maintenant le de facto des standards sur toutes les plateformes que le monde utilise dans la majorité de leur journée. Fait que ça fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour améliorer le langage, puis faire en sorte que ça devienne un langage moderne, okay, concret, facile à utiliser. Mais à un certain point, les barrières initiales qui ont été mises à la création du langage devenaient trop dures. Fait qu'ils ont voulu rajouter des fonctionnalités, des features qui faisaient en sorte que l'ancien code n'allait pas marcher de la même manière avec ces features-là. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, OK, c'est correct, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer comme une espèce de mode spécial qui va dire qu'avec ce mode-là, les nouvelles features, les nouvelles fonctionnalités vont être activées. Puis sinon, ben, ça va être l'ancienne version qui n'a pas besoin de toutes les vérifications, n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. Fait qu'ils ont appelé ça le mode strict. Puis comment ça marche, c'est que quand j'exécute un script quelconque, si la première instruction, OK? Puis là, il n'y a pas de bonne raison, là, OK? C'est vraiment juste, c'est ça le standard, on a décidé que ce soit ça. Si on écrit la chaîne de caractères useStrict en tant qu'instruction, comme étant la première instruction de mon script, ça fait en sorte qu'elle utilise ce nouveau mode-là qui est plus moderne. Bon, plus moderne, ça a été créé en 2009, là. On va voir qu'on ne l'écrit même plus parce que c'est maintenant implicite. Fait que ça se peut que vous voyez du code qui utilise useStrict en haut, okay? Puis ça semble rien faire, mais c'est vraiment important parce que sinon, ça utilise l'ancienne version de JavaScript qui peut causer des problèmes à certains égards par rapport au contexte. Puis il y a comme plein de règles bizarres qui changent. On n'ira pas dans les détails. Le principe, c'est que nous, on est moderne, puis on veut ce mode-là en tout temps. Bon.
là, ici, il faut comprendre que ça n'a plus autant besoin d'être utilisé parce que au fur et à mesure qu'on a continué à avancer, à ajouter des nouvelles fonctionnalités, ok, donc l'ajout de classes, puis on va revenir que le JavaScript c'est un langage objet, mais il n'y a pas nécessairement des classes à l'intérieur, ok, il y a le principe de module, il y a plein de fonctionnalités qui doivent utiliser le mode strict. Fait que dès que tu commences à utiliser ces fonctionnalités-là, le mode strict est automatiquement activé. Fait que tu n'as même pas besoin de l'écrire, c'est juste automatiquement inclus dans l'interprétation du code. Donc vous allez voir que nous, on ne va pas vraiment le mettre parce qu'on utilise la majorité des nouveaux features qui fait en sorte que c'est établi par défaut, le usestrict. Alright. Fait qu'on commence à aller dans les éléments qui sont importants, puis que ça se peut qu'on n'a pas appris les bonnes affaires. Fait qu'on va commencer avec le principe simple, une variable en programmation. Fait que il y a deux choses à savoir, premièrement, avec les variables en JavaScript. Premièrement, la variable est faiblement typée. Y a-t-il quelqu'un qui sait qu'est-ce que ça veut dire faiblement typé? Je vais vous laisser vous réveiller. Je vais prendre une gorgée de jus d'orange pendant que vous y pensez. Fait que rien sur les faiblement typés. Est-ce que mon micro est ouvert? Oui, c'est ouvert. Ouais. Ça veut dire qu'il ne faut pas déclarer le type d'une variable. Exact. Donc, en fait, ça, c'est la moitié de la réponse. Donc, quand on a quelque chose qui est faiblement typé, à la déclaration de la variable, le type n'a pas besoin d'être identifié. La deuxième chose qui vient avec les variables faiblement typées, c'est que le contenu de la variable peut changer de type à l'intérieur du même programme. Parce que si tu y sauvegardes quelque chose d'un autre type, il va juste prendre la forme de l'autre type, c'est pas un problème. Fait que JavaScript est un langage interprété, c'est habituellement le standard des langages interprétés. Il existe une version de JavaScript qui a du typage fort, du strong typing. En fait, c'était tellement un problème parce que les types faibles, c'est un très grand problème dans la maintenance de logiciels. Ça génère beaucoup de problèmes de sécurité, beaucoup de problèmes qui sont difficiles à déboguer. Puis, habituellement, c'est quelque chose qu'on veut essayer d'éviter. Fait que Microsoft s'est mis à la tâche pour essayer de faire en sorte que JavaScript ait un typage fort. Puis, il a fallu qu'ils créent ce qu'ils appellent un superset du langage. Ça veut dire qu'ils ont pris le JavaScript, puis ils ont rajouté des règles par-dessus, puis ils ont créé un nouveau langage avec ça. Puis ça s'appelle le TypeScript. Hein, ça le dit dans son nom. C'est plus du JavaScript, c'est du TypeScript. Il y a du typage dans le script. Donc, il existe le TypeScript, qui est un langage créé par Microsoft, qui est comme du JavaScript. C'est juste qu'il y a des types à l'intérieur, qui fait en sorte que c'est du strong typing qui permet de détecter beaucoup d'erreurs de programmation commune. Donc, ça, c'est notre première information. La deuxième chose, c'est quand vous déclarez des variables en JavaScript, la chose qu'il ne faut pas faire, c'est utiliser le mot-clé var. Donc, ça se peut que vous avez vu des choses avec le mot-clé var. Ce n'est plus la bonne manière de déclarer des choses en JavaScript. Donc, encore une fois, de manière historique, hein, initialement, pour avoir des variables en JavaScript, il fallait utiliser le var. Mais la manière que ça a été conçu, il y avait beaucoup de lacunes sur la contextualisation de la variable, puis quand est-ce et quand tu pouvais l'utiliser, qui faisait en sorte qu'il y a beaucoup de problèmes qui survenaient en JavaScript, que quand tu écrivais le même genre de code dans d'autres langages, ça n'arrivait pas.
parce que la manière que la variable est disponible est très, très, très inhabituelle. Fait que faut faire vraiment attention. Fait que quand on a amélioré le langage au fil des années, on s'est dit, OK, on va refaire une meilleure déclaration de variables. Fait qu'on va se générer des nouveaux mots-clés, qui sont des mots-clés beaucoup plus modernes. Okay? Si tu regardes des nouveaux langages de programmation, mettons comme Swift de Apple, c'est les mêmes langages, Kotlin aussi. Donc les langages modernes utilisent cette nomenclature-là pour la déclaration de variables. Puis on utilise le mot-clé let pour être capable de générer une nouvelle variable. Fait que si j'ai let avec x, ok, à partir de là, x est une variable. Puis je peux ensuite utiliser la variable à l'intérieur d'autres expressions pour me donner le résultat escompté. Fait qu'on n'utilise pas var, on utilise let. Deuxième chose à savoir, on a le principe de constante. Donc, quand on développe les nouveaux mots-clés, on y donne immédiatement un nouveau mot-clé pour déclarer une constante. Hein, donc, une variable qui n'a pas le droit de modifier dans le temps. Donc, ici, c'est pour démontrer que la variable, elle est modifiable. Hein, je peux faire x égale à 10, puis si je refais x plus 9, ça me donne la nouvelle version. Il n'y a rien de trop fancy là-dedans. Mais maintenant, je peux utiliser const pour y assigner une valeur à l'intérieur. Puis à partir de là, bon, je peux l'utiliser comme n'importe quel élément dans une expression. Mais si j'essaye de modifier le contenu, ça me dit non, 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 cette affaire-là, c'est une variable. C'est pas une variable, c'est une constante. Donc, on a le mot-clé let, on a le mot-clé const. Le mot-clé const est utilisé à chaque fois qu'on a une valeur, qu'on veut lui donner un nom, mais qu'elle ne changera pas. On veut faire ça parce que ça augmente l'efficacité de nos programmes. Si tu es en train de faire, mettons, des chaînes de caractères qui ne changeraient jamais, tu utilises un const à la place parce que c'est plus facile et convivial de les passer dans notre browser. Il y a une convention qui demande que les constantes soient en lettres majuscules. Donc, souvent, vous allez voir, quand c'est en lettres majuscules, tu peux tout de suite savoir que c'est une constante. Donc, si tu as une variable normale, tu essaies de ne pas la mettre juste en lettres majuscules, parce que sinon, ça porte à confusion, ça fait penser que c'est une constante. Dans les noms des variables, donc, par défaut, les variables doivent contenir des lettres, des chiffres, ou les symboles, soit $ ou soit underscore. Donc, habituellement, c'est des lettres, des chiffres, des underscores. Là, on rajoute le symbole de $. Mais le symbole de $, on va voir que c'est majoritairement utilisé à l'intérieur de librairies. Donc, on essaye de ne pas le mettre dans nos noms de variables. On est bien correct avec des lettres puis des chiffres. Donc, habituellement, la convention nous demande d'utiliser le camel case qui me demande de faire en sorte que chaque nouveau mot dans ma variable, on a une capitalisation de la lettre. Autrement, c'est des lettres minuscules. Parfait. Il faut que ça commence avec une lettre. Il faut que ça commence avec pas un chiffre. Hein? Fait qu'on n'a pas le droit d'avoir un nom de variable comme ça. Parfait. Fait que ça fait le tour des variables. On va aller regarder les différents types de données. Donc, les types de données, c'est en gros, c'est quoi les types primitifs que JavaScript est capable de reconnaître. On va commencer avec le principe d'entité numérique. Donc, contrairement à des langages de plus bas niveau, mettons comme le C++ ou le Java, le JavaScript a un seul type pour toutes les entités numériques. Donc, le type number va être capable de détecter autant des nombres entiers que des nombres fractionnaires, que des situations numériques, on va dire. Fait que si j'essaye notre opérateur typeOf, typeOf va me permettre de savoir le type de quelque chose. Si je regarde c'est quoi le typeOf x, ça me donne number. En passant, typeOf,
est aussi une fonction. En JavaScript, il y a plein d'affaires redondantes, juste pour dire que dès que j'essaye quelque chose, habituellement, ça va marcher du premier coup. Fait que je peux voir que type of x, c'est number. Mais si j'essaye de changer à une valeur fractionnaire, wow, une valeur fractionnaire, puis j'essaye le type of encore, c'est encore un number. Donc, que ce soit des entiers, que ce soit des nombres fractionnaires, lui, il fait la conversion automatique à l'intérieur, puis derrière les rideaux de tout ce qu'on a besoin pour essayer que ça marche correctement. On a aussi des valeurs numériques spéciales qui sont disponibles. Okay? Donc, on est capable de traiter de l'infinité avec les nombres. Donc, si je dis que x est égal à 1 divisé par 0, ben, ça me donne l'infinité. À ce point-là, x, c'est rendu l'infinité. Donc, on est capable de représenter l'infinité positive ou négative à l'intérieur d'une variable number. Hein, donc, le type of x, c'est encore un number. On a aussi la possibilité de représenter not a number. Donc, si j'essaye de faire une division, une opération mathématique quelconque qui est impossible, ben, ça me retourne le not a number. C'est quand même une variable de type nombre. Hein, fait qu'il faut faire attention parce que ça ne génère pas de problème en tant que tel. Okay? Ça fait juste ramasser de la marde, puis ça continue à avancer. Donc, vous allez voir, ça aussi, c'est une thématique en JavaScript. On dit que le JavaScript est extrêmement fault tolerant. Okay? Donc, même s'il y a une erreur, okay, il ne va pas arrêter le programme. Il va essayer de faire son mieux pour tituber vers l'avant, puis continuer quand même à gérer le programme. Donc, ça arrive très, très peu souvent qu'un programme en JavaScript plante complètement puis te laisse bredouille. Okay? Il va continuer jusqu'à la fin. C'est juste qu'il va te donner des choses complètement fuckées. Puis là, c'est à toi de trouver où c'est que ça a commencé à être fucké. Fait que pour les nombres entiers, des fractions, puis des valeurs spéciales. Ici, c'est une propriété mathématique. Donc, le principe, c'est que si on tend vers 0, là, quand je fais une division, fait que mettons que je fais 1 divisé en 1, ça me donne 1. Okay? 1 divisé en 0.1, ça me donne 10. 1 divisé en 0.01, ça me donne 100. 1 divisé en 1.001, ça me donne 1000. Fait que si on prend ça, là, puis on extrapole ça à l'infini. Donc, si je tends vers 0, ça va me donner combien? Ben, ça va me donner une valeur qui est de plus en plus grande. Fait que si j'arrive à 0, ben, c'est que c'est de l'infinité positif. Donc, c'est une propriété mathématique. Là, j'ai utilisé une version layman de l'explication. Okay? Il y a des topologies de mathématiques. Tu iras faire une mineure en maths là, pour aller voir pourquoi exactement c'est le principe. Mais le principe fondamental, c'est ça ici. C'est que si on tend vers 0, ça me donne l'infinité. Parfait. On a un cas particulier. Donc, par défaut, le type number est capable d'avoir des nombres entiers de 2 à la 53 moins 1 jusqu'à moins 2 à la 53 moins 1. Donc, ce chiffre-là, là, okay, qui a genre 12, 13, 14 chiffres. Si on a besoin d'avoir un entier qui a plus de chiffres que ce nombre-là, okay, si j'ai besoin d'un nombre qui est plus grand que ça, je peux utiliser le type BigInt. Okay, donc, BigInt, en passant, c'est une nouvelle affaire en JavaScript. C'est pas dans tous les browsers encore. Mais si on a besoin d'un super méga chiffre, on peut utiliser le BigInt. Dans nous, qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est vraiment pas quelque chose qui devrait arriver.
Fait que ça devrait pas être un problème. Mais il faut savoir que le big int, c'est de longueur arbitraire. Fait que ça fait en sorte qu'il n'y a pas de conception dans l'ordinateur direct qui permet de le faire. Ce qui fait en sorte que n'importe quelle opération qui utilise les big int est extrêmement coûteuse et extrêmement lente sur l'ordinateur. Fait qu'à moins qu'on soit vraiment obligé de l'utiliser, c'est déconseillé à cause de la perte de performance. Parfait. Ensuite, nos amis, les chaînes de caractères. Donc, les chaînes de caractères sont leur propre type primitif en JavaScript. On a différentes manières d'écrire les chaînes de caractères. Donc, les chaînes de caractères peuvent... attends, on va se faire une petite variable. On peut avoir des chaînes de caractères qui sont délimitées avec des guillemets simples. On peut avoir des chaînes de caractères qui sont délimitées avec des doubles guillemets. Donc, les guillemets simples ou les doubles guillemets, ça nous permet de délimiter une chaîne de caractères. N'importe quel des deux, les deux fonctionnent. Le principe, c'est que si j'ai besoin d'avoir un des deux caractères à l'intérieur de la chaîne, je vais utiliser l'autre délimiteur. Donc, ici, on a slu, okay. Donc, qui a un apostrophe à l'intérieur, ben, j'ai utilisé des doubles guillemets pour être capable de délimiter cet élément-là. Donc ça nous évite d'avoir à faire des caractères d'échappement, là, le backslash, pour être capable d'avoir des caractères spéciaux. On est capable de vivre avec ça. On a une troisième méthode, qui est une méthode plus moderne, qui va utiliser les backticks, okay? Donc les accents graves tout seuls. Donc je peux avoir l'utilisation des backticks pour les chaînes de caractères, ça marche tout aussi bien. Puis quand j'utilise les backticks, on a aussi une fonctionnalité additionnelle. Donc c'est pas pour rien que ça a été ajouté, ça nous rajoute une fonctionnalité additionnelle autre que je peux commencer à mettre des guillemets puis des doubles guillemets à l'intérieur. Donc ici, hein, si je fais ça avec des backticks, je dis j'ai dit salut. Hein, donc ça me permet de mettre les autres à l'intérieur sans problème. Le backtick est aussi utilisé pour faire ce qu'on appelle de l'interpolation de chaînes. Donc, ça me permet d'avoir des variables que je vais avoir à l'intérieur sans avoir à utiliser la concaténation de chaînes. Habituellement, si j'aurais voulu, admettons, j'ai mon... si on change mon X, puis on va mettre une valeur dedans. Donc, j'ai mon str, puis admettons, j'aimerais ça avoir le chiffre après ça. Ben là, il faudrait que j'ajoute un espace, puis après ça, j'ajoute le X, puis là, ça me fait la nouvelle chaîne. On a une meilleure manière de représenter ça avec les backticks. Donc, avec les backticks, ce que je peux faire, c'est utiliser le signe de $, des accolades, puis à l'intérieur des accolades, le contenu va être évalué. Okay, ça veut dire que ça trouve la réponse, puis ça va afficher le résultat. Donc, je mets un signe de $, des accolades, puis je peux directement mettre X ici. Avec les backticks, je peux voir que ça représente le X à l'intérieur. Puis c'est une évaluation, ça veut dire que moi je peux faire des choses à l'intérieur qui va me permettre de changer l'élément pour avoir le résultat final qui va être utilisé. Donc ça nous permet d'avoir une façon facile et conviviale de créer des chaînes de caractères en JavaScript. Parfait. On a le principe de true et false. OK. Donc, c'est des valeurs booléennes. Fait que le principe reste très simple. On va voir que il y a des choses qui se passent avec la conversion de type booléen, mais ça va être pour nous du futur.
Fait que pour créer des valeurs booléennes, hein, on a toujours le même principe. Okay, des éléments, admettons, c'est qu'on a une comparaison, ça me donne quelque chose de vrai ou faux. Il n'y a rien de trop fancy là-dedans. Fait que là, on tombe dans les types weird de JavaScript. Donc, dans les types weird, on a le principe de la valeur nulle. Fait que nul, son principe... il y a quelqu'un qui a besoin d'un petit peu d'aide pour le terminal. On va le mettre... ce que je vais faire, c'est que je vais juste me mettre... Attends, je vais juste écrire ici à la place. En passant, tu peux être capable de cliquer dessus. Moi, ce que j'ai trouvé comme aide, puisque quand tu as ta barre en dessous avec le temps, là, tu peux cliquer juste sur l'heure, puis là, juste laisser ta souris dans le milieu. Habituellement, elle va disparaître, cette barre-là. Mais là, au pire, ça va être dans le milieu. Tout le monde va pouvoir voir. Parfait. Fait qu'on était au type nul. Fait que un élément nul en JavaScript représente quelque chose qui n'a pas de type. Okay? Donc, un élément nul, c'est quelque chose que j'ai décidé qu'il n'y ait rien à l'intérieur. Fait que, ici... OK, donc si j'essaie de voir c'est quoi âge, c'est juste nul. Si j'essaie de voir le type of âge, ça me dit object, mais puis on va voir que c'est un type plus tard, là, okay, un type objet. Mais en fait, c'est une erreur dans le langage qui a juste été gardée avec le temps parce que le monde s'attendait à ça à un certain point. Fait que ici, quand on a quelque chose de nul, ça serait supposé être nul, le type. Mais dans le langage initial, il y a eu une erreur qui faisait en sorte que ça ne marchait pas. Puis, ils l'ont gardé. Alright. Fait qu'on a la possibilité d'avoir quelque chose de nul. Habituellement, c'est toi qu'il faut qu'il le précise. Là. OK? On a un autre type d'élément qui nous dit que c'est undefined. Donc ici, il faut faire attention. Il y a nul qui veut dire que c'est rien. Puis il y a undefined qui veut dire qu'on ne l'a rien fait avec encore. Fait que quand j'essaye de créer une variable, puis si je regarde le contenu de cette variable-là, tout de suite après la déclaration, la variable est undefined. Elle est non définie. Donc ça veut dire que j'ai pas rien encore écrit dans cette variable-là. Okay? Le principe, c'est de dire, quand j'ai une variable qui existe, mais qu'elle n'a pas encore été utilisée, c'est undefined. Quand j'ai une variable, puis là, c'est la distinction entre les deux, quand elle n'a rien dedans, donc je veux qu'il y ait vide, je veux qu'il y ait rien, c'est nul. Donc, ces deux éléments-là sont distincts. Okay, puis il faut faire attention parce que c'est pas quelque chose qui est habituel dans les langages de programmation. On a finalement le type object. Donc le type object me permet de représenter des objets en JavaScript. On va revenir sur les objets un petit peu plus tard. Mais le principe c'est, bon, si je laisse un... Si je me crée un objet rapide en JavaScript, donc, on a des objets en JavaScript qui vont être de type objet. Okay? Donc, il y a beaucoup de propriétés, il y a beaucoup de caractéristiques qui vont avec les objets en JavaScript. On va y revenir en temps et lieu dans sa propre petite section. Parfait. Fait qu'on a le type of, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Fait que number, string, boolean, null, undefined, object. Puis, il existe aussi symbole là, pour des unique identifiers, mais nous autres, c'est pas quelque chose qu'on devrait tomber dessus. Là. Parfait, parfait, parfait.
on passe à notre prochaine chose qui est importante à savoir en JavaScript, c'est la conversion de type. Fait que JavaScript est capable de faire beaucoup de conversions automatiques. Ça veut dire que quand j'essaye de faire quelque chose qui ne fait pas de sens avec les types donnés, lui, il va essayer de convertir ça dans le bon type pour que ça me donne quelque chose d'intéressant. Fait que mettons ici l'exemple, si j'essaye de faire le texte 6 divisé par le texte 2, ben lui, il fait comme une division avec du texte, ça n'a pas vraiment rapport. Fait que moi, je vais essayer de les convertir en nombres, puis je vais faire la division à partir de ça. Fait que on a des conversions automatiques pour être capable de gérer ça. Puis quand il est en train d'essayer de faire une conversion automatique, il y a des cas particuliers qu'il faut faire attention. Fait que si les choses sont undefined, ça va me donner not a number. Fait qu'ici on avait allo. Hein? Fait que si je fais allo divisé en 2, ben ça me donne not a number. Mais si j'ai mis mon null où là, âge. Si je fais âge divisé en 2, le null est considéré comme étant un 0 numérique. Fait qu'il faut faire attention, celui-là est à null, celui-là est à undefined, ça donne plus la même réponse. Le true et le false sont convertis à 1 et 0. Puis si c'est un string, ben il va essayer de convertir le string en nombre. Si ça marche pas, ça donne not a number. Fait que il essaie de faire les opérations. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire très attention. Si j'ai une saisie, puis je saisis un nombre dans une chaîne de caractères, je peux directement passer ça à une opération arithmétique, puis tant que tout est valide, ça devrait marcher. Bon, là, on a la partie la plus funky de notre élément, la conversion booléenne. Fait que la conversion booléenne, c'est qu'est-ce qui va être vrai, qu'est-ce qui va être faux. Hein? Puis ça va être très utile quand on va commencer à utiliser des conditionnels. Fait que dans la majorité des langages, la conversion se faisait par rapport à des entités numériques, okay, dans la majorité des vieux langages, comme le Java ou le C++. Ben, ici, là, il faut faire attention parce qu'il y a une série d'éléments qui sont automatiquement false. Donc, ils appellent ça des falsy values. Puis, si c'est n'importe quoi d'autre, ça va me donner vrai. Donc, ici, on a le nombre 0 qui est considéré comme faux, une chaîne vide qui est considérée comme faux, une chaîne nulle, pas une chaîne nulle, juste une valeur nulle, une valeur qui est undefined, la valeur not a number, tous ces éléments-là deviennent faux dans la conversion. N'importe quoi d'autre devient true. Mais il faut faire attention parce que ça fait en sorte qu'il y a comme des cas bizarres d'exception qui arrivent. Un cas intéressant. Si j'essaie de voir la chaîne de caractères 0, ça me donne quoi? Ben ça donne true, parce qu'on a dit que pour qu'une chaîne de caractères soit fausse, il faut que ça soit vide. Fait que la chaîne de caractères avec 0, ben, elle est pas vide, donc elle est true. Mais la valeur 0, elle est false. Ok, fait que faut faire attention à ces petits corner cases là, parce que ça peut venir nous manger le derrière à un certain point. Même principe avec une chaîne juste avec un espace. Hein? C'est quand même true parce qu'elle n'est pas vide. Fait que on fait attention avec ces conversions booléennes-là. Puis on peut passer sur nos opérations. Donc, on a des opérations unaires, binaires, puis une opération tertiaire. Donc, les opérations binaires, c'est quand on a deux opérandes. Hein, fait que quand je fais, mettons, une addition avec le signe plus, j'ai une première opérande qui est le 5, une deuxième opérande qui est le 3, j'ai l'addition entre les deux qui est le symbole plus, qui est l'opérateur. Hein. On a des opérateurs unaires. Hein, fait que, mettons que j'écris juste -4. Ben, c'est l'opérateur unaire de la négativité. Hein, parce que si je fais 3 moins 5, ben là ici je fais une soustraction. Hein, j'utilise le même symbole, mais pour des raisons différentes. Il y en a une qui est pour la soustraction, il y en a une qui est pour représenter la négativité du nombre. Donc ça ici c'est un opérateur unaire,
Ça, c'est un opérateur binaire, puis on est capable de travailler avec les deux. Fait que, bon, en mathématiques, on a plusieurs opérateurs binaires, donc l'addition, la soustraction, multiplication, division. Un petit rappel, on a le modulo, hein, le restant de la division, qui utilise le pourcentage. Fait que si je fais 14 restant 5, ça essaie d'enlever le plus de fois 5 possible sans tomber négatif. Donc c'est capable d'enlever 2 fois 5, il reste 4, fait que ça me donne 4 comme restant. Puis on a aussi la puissance. Ok, donc 3 à la 3, 27. Qui me permet d'avoir les différents éléments. Ok. On a de la concaténation qui est possible. Hein? Donc, si j'ai une chaîne de caractères, puis j'utilise addition, ok, quand il voit avec le plus une chaîne de caractères d'un bord ou de l'autre, il va automatiquement essayer de faire une concaténation de chaînes. Ça veut dire qu'il faut faire attention parce que, mettons, si j'ai 2 plus 3, ben, il va voir que c'est une chaîne d'un bord, fait qu'il va convertir ça comme étant une chaîne de caractères. Hein, ça ne me donnera pas 5, ça va me donner la chaîne de caractères 2, 3. Si je ne veux pas faire ça, j'ai la possibilité d'avoir une conversion de nombre. Hein, fait que on pourrait prendre ici la fonction number, prendre notre 2, puis le convertir en nombre 2. Hein, comme ça ferait le 2 plus 3. Ben, on peut faire la même chose en utilisant l'opérateur unaire plus. Donc l'opérateur unaire plus convertit l'élément en nombre. Fait que ici, ça veut dire que je peux écrire quelque chose comme ça. Donc, j'ai mis un plus en avant du 2. C'est la seule différence que j'ai faite avec ici. Puis, avec le petit plus, ça fait en sorte que c'est un 5 qui apparaît à la place. Fait que c'est la même chose que d'utiliser number, c'est juste plus rapide. Bon, on a les préséances d'opérateurs, il n'y a rien de spécial là-dedans. Les assignations, ça va bien. On a la possibilité d'utiliser les opérateurs de raccourci, okay, comme dans les langages basés sur le C. Donc, si je fais n est égal à n plus 5, ben, je peux juste écrire n plus égal 5, ça fonctionne. On a aussi les opérateurs d'incrémentation, de décrémentation, donc le plus plus, le moins moins, tout ça c'est là. On a aussi le principe de postfixe puis préfixe, donc que ça se passe avant l'assignation ou que ça se passe après l'assignation. Il n'y a pas d'autre chose à dire par rapport à ça, c'est pas mal des affaires normales. On a ensuite le principe d'opérateur binaire, ok? En fait bit à bit. Donc le et binaire, le ou binaire, le XOR, le NOT, les left shift. Donc ça va travailler sur la représentation binaire de 0 et de 1 des éléments. C'est pas des choses que nous on va utiliser parce que habituellement c'est pour avoir des raccourcis d'efficacité qu'en JavaScript, c'est pas des choses qu'on va aller chercher particulièrement. Fait que c'est pas des choses sur lesquelles on va s'attarder. On a la virgule qui peut être utilisée pour enchaîner différentes instructions, puis juste retourner la dernière. C'est très peu utilisé, donc c'est pas quelque chose sur lequel je veux qu'on s'attarde non plus. Parfait. Fait que on a les opérateurs, on peut aller voir les différentes comparaisons rapidement, parce qu'encore une fois, ben, il y a une partie plus spéciale là. Donc, on a les opérateurs de comparaison habituels, plus petit, plus grand ou égal, plus petit ou égal, ça va bien. On a pour la comparaison d'égalité, le double égal. Hein? Puis pour la comparaison de non-égalité, le point d'exclamation, égal. Ici, il faut faire attention. La comparaison d'égalité, il va y avoir des choses funky qui vont se passer avec ça. Fait qu'on va aller voir ici les éléments. Celui-là est ici. Donc, quand je fais une comparaison,
ce qui est important de comprendre, c'est que si ce n'est pas du même type, lui, il va essayer de le convertir sous le même type pour voir s'il y a une égalité d'un type ou d'un autre. Fait que quand il essaye de faire ça, il faut faire attention, il va essayer de convertir le type. Si ce n'est pas ce que tu veux, donc si tu veux dire non, il faut que ce soit exactement la même chose, tu peux utiliser la triple égalité. Donc la triple égalité va seulement fonctionner si les deux éléments sont de même valeur et de même type. Donc ça, c'est quelque chose qui n'apparaît pas si souvent que ça. Donc, faire attention. Autre problème, puisque la comparaison essaye de transformer les éléments en valeur numérique. Quelque chose comme ça ici. Ça donne true. Parce que ça, c'est converti en 0 en valeur numérique. Puis ça aussi, c'est converti en 0. Fait que c'est égal, il y a 2 zéros, il n'y a pas de problème. Donc, faire attention quand on fait des comparaisons. Le double égal est parfois problématique pour des cas extrêmes. On a aussi null puis undefined qui vont travailler de manière bizarre. Donc, quand on essaye avec le triple égal, null puis undefined peuvent juste être égales à eux-mêmes. Mais quand c'est juste un double égal, le null et le undefined vont marcher ensemble. Donc, encore une fois, plein de petits tournants bizarres. Ici, en passant, c'est pas besoin de tout s'en rappeler par cœur. Le principe, c'est de se souvenir qu'il y a plein de petites entourloupes, puis de quand il y a des problèmes, d'avoir une espèce de petit voyant dans notre tête qui dit « Oh, peut-être qu'il faudrait que j'aille voir c'est quoi les règles corner case pour cette affaire-là, parce que ça se peut que ça donne des problèmes. » Parfait. Autre problématique. Ici, quand on essaye ça, donc par défaut, le null puis le undefined ne sont égales à rien qu'à eux-mêmes. Donc, ici, dans le cas spécial où c'est qu'on a le null est égal à 0, ça me donne faux, parce que même si null converti en numéro, ça donne 0, ben là, ici, le principe, c'est que le null ne devrait être égal à rien que autre qu'à lui-même. Fait qu'il y a juste null et null qui sont égales à 0. Pour l'égalité seulement. Mais quand tu essaies de faire, est-ce que null c'est plus grand ou égal à 0? Ben là, il n'y a pas la règle spéciale du null pour l'égalité. Fait que ça fait en sorte que le null est converti en entité numérique, puis l'entité numérique de null c'est 0. Fait que ça fait en sorte que 0, est-ce que c'est plus grand ou égal à 0? Oui. Fait que ça, c'est le fun de JavaScript. Toutes les petites affaires funky et bizarres qui se passent sur chacun des coins. Parfait. Fait que pour éviter tout ça, le principe, c'est que dès que tu as quelque chose qui peut avoir des affaires undefined ou nulles, utilise la triple égalité. Ça règle tous les problèmes. Puis après ça, ben, si tu utilises des comparaisons autres, plus grand, plus petit, essaye de ne pas avoir des choses qui sont null ou undefined, sinon ça peut causer problème. Alright. Fait que je pense qu'on est prêt pour avoir une petite pause. Fait que mettons qu'on se donne un petit 15 minutes. Fait que on a une pause, puis on revient, mettons, à 9h10 pour reprendre notre partie. Donc on a à peu près passé le 2/3 des règles. Après ça, on va pouvoir commencer à travailler sur nos petits exercices ensemble. Et voilà. Donc, on était rendu au conditionnel, donc aux structures de contrôle. On va regarder, il n'y a pas grand-chose à regarder ici. C'est des if. Les if, ils ont besoin de parenthèses.
là, après ça, si tu as juste une instruction, ce qu'on veut jamais faire, tu la mets après, mais ce qu'il va y avoir habituellement, c'est des accolades, puis si la condition est bonne, ça va faire les instructions qui est à l'intérieur des accolades. Chose importante à mentionner, par exemple, c'est que la conditionnelle va essayer de convertir le contenu de la condition comme étant une valeur booléenne. Donc ça veut dire que s'il y a un problème, puis, pas s'il y a un problème, là, mais il ne faut pas oublier les falsy values. Donc, si c'est une chaîne de caractères vide, c'est nul, c'est undefined, c'est not a number, ou si c'est le nombre 0, toutes ces choses-là sont considérées comme fausses. Okay? Donc, faut faire attention. Des fois, une chaîne de caractères vides, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on considérait comme étant faux, mais en JavaScript, ça l'est. Donc, toutes les autres choses sont des true-t values qui va activer la conditionnelle. Parfait. On peut avoir les else, comme en C++, fait qu'on a des if, on a des else if, on a des else, puis toujours avec les accolades de disponibles. Tout ça, c'est des choses assez standards. On a aussi la possibilité, puis c'est plus pour le voir que pour l'utiliser, c'est pas quelque chose que je conseille, c'est plus lisible. Donc, on a l'opérateur conditionnel. Des fois, ça peut être utile, en fait, quand c'est petit. Donc, si on a juste une condition, puis qu'on a besoin d'avoir une valeur qui est retournée par rapport à cette condition-là, on peut utiliser la formulation suivante avec la condition, un point d'interrogation, la valeur qui va être retournée si c'est vrai, puis un 2 points, puis la valeur qui va être retournée si c'est faux. Donc, ici, on a le même bout de code de deux manières. En fait, celui-là et celui-là donnent la même chose, puis celui-là est plus concis. On peut les chaîner, c'est pas des choses qui sont le fun à faire. Bon, on a les opérateurs logiques. Ça, c'est un autre endroit où c'est qu'il y a une assez grande différence en JavaScript. Donc, le principe des opérateurs logiques, c'est quelque chose que je m'attends qu'on connaît. Les ou, les et, la négation, le not. Donc, je peux dire true ou false, puis ça me donne true. Donc, ça, c'est pas un problème. La partie qui est intéressante en JavaScript, c'est que quand ça voit que c'est vrai, parce que des fois, ça peut être des choses qui vont être des comparaisons, ça peut être des choses qui ne sont pas nécessairement juste des conditions booléennes. Ce que ça va faire, c'est que ça va retourner la valeur directe. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est que ça ici, ça donne vrai. Parce que le 3 ici, c'est pas quelque chose qui est falsy, c'est une valeur numérique qui est autre que 0, donc c'est considéré comme true-t, mais étant la chose qui va faire basculer le ou, la chose qui va décider, ok, ben ça marche finalement, c'est cet élément-là qui va être retourné. Donc, faut faire attention parce que le retour des éléments de opérateur logique, ça va être la valeur elle-même. Puis ça va trouver la première valeur véridique. Fait qu'ici, mettons, j'ai false avec un 5, puis avec un 8. Ben, c'est le premier de la gang qui va faire en sorte que ça marche, qui va être généré. Même principe si, mettons, je commence à utiliser 0 à la place. Ben, ça c'est considéré comme faux, fait que ça marche pas, il continue à checker, ok c'est un ou, j'ai un 8, ah ben avec un ou, avec un 8, ça marche tout le temps, fait que c'est le 8 que je retourne. Parfait, c'est utilisé quand j'ai besoin de voir si quelque chose est vide ou pas. Fait qu'ici, mettons, j'ai un exemple où c'est que j'ai 3 variables différentes. Puis, ça se peut que la première soit remplie, ça se peut que la deuxième soit remplie, ça se peut que la troisième soit remplie, comme ça se peut que non. Fait que moi, je vais avoir une chaîne de caractères qui va représenter soit le premier nom si je l'ai, soit le nom de famille si je l'ai, soit le surnom si je l'ai, puis sinon, ben, je veux que ce soit anonymous. Fait que ici,
j'essaye le premier nom. Si ça marche pas, il va laisser le deuxième. Si ça marche pas, il va laisser le troisième. Puis là, mettons ici, il était là. Fait que, puisque ça c'est vrai, ça va aller utiliser celui-là pour l'affichage. Fait que ça me permet d'aller chercher le premier qui est disponible dans une liste. Parfait. On a aussi le « et » qui travaille de la même manière. Donc le « et », hein, on sait que le principe c'est il faut que les deux bords soient vrais pour que ça marche. S'il y a un des deux bords qui ne marche pas, ça marche pas. Fait que, encore une fois, le principe ici c'est que ça va retourner l'élément qui a causé la problématique. Hein? Donc, ou en fait, qui a causé que le « et » tombe à false. Donc, même si c'est true, lui, il va aller dire, OK, ben, je retourne qu'est-ce qui m'a causé comme problème. Fait qu'il faut faire attention à ça. Des fois, ça peut causer des problèmes. Donc, on a le not, ça c'est un classique. Sinon, c'est pas mal ça pour les opérateurs logiques, de savoir que ça retourne la valeur qui fait en sorte que la condition logique change. C'est ça qui est important de se souvenir. On a un cas particulier qui arrive quand même semi-souvent à l'intérieur des du JavaScript, qui va être l'utilisation de quelque chose qui est nul ou pas nul. Okay? Donc, on a vu que si j'utilise le ou, hein, on peut voir que ça prend pas la valeur nulle, ça va prendre la valeur 100. Fait qu'ici, le principe, c'est que je veux savoir si la taille... OK? Fait que, mettons, ici, je mets une taille. OK? Puis là, je veux savoir... Je veux que ça m'affiche soit la taille, soit la valeur 100. Fait que à partir de là, je peux dire ou 100. Puis, je peux voir que ça m'affiche le 100. OK? Donc ici, ça c'est le résultat du console log, on peut le passer à côté. Fait qu'on a le 100. Mais là, l'affaire, c'est que, bon, si je change ma valeur de taille, puis je mets 56, puis là, je réessaye, je peux voir que ça me donne maintenant le 56, parce que c'est la première valeur qui marche, qui fait en sorte que j'avance dans mon élément, pas de problème. Mais la problématique arrive si je mets la taille à 0. Parce que la taille, quand elle est à 0, c'est considéré comme une valeur qui est falsie. Fait que ça fait en sorte que ça ne déclenche pas l'élément, puis ça va m'afficher 100 à la place. Fait que ici, dans ce cas-là, j'aimerais ça que ça m'affiche 0. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? On a un opérateur spécial qui est la coalescence, l'opérateur de coalescence, qui est le double point d'interrogation. Donc le double point d'interrogation, c'est un peu comme un OU, mais qui marche juste avec null ou undefined. Fait que ici, si je remplace mon élément, OK. Donc à partir de là aussi, si je décide que je peux voir ici qu'avec le 0, ça fonctionne. OK, donc c'est un double point d'interrogation. Puis si l'élément est null ou undefined, ça va passer par-dessus. Mais si c'est pas null ni undefined, ça va l'utiliser indépendamment de ce qu'il y a à l'intérieur. Fait que si c'est un 0, si c'est une chaîne de caractères vides, tous ces éléments-là vont être considérés comme étant valides. Fait que ça, on va utiliser ça pas mal, parce que des fois, on va vouloir dire, ben si c'est nul, prends quelque chose d'autre pour l'afficher, sinon ça peut causer des problèmes. Fait que on est bon avec ça. On a, bon, les boucles while, les boucles for. Donc, boucle while, on a le principe que c'est la même chose qu'un if, c'est juste que ça boucle sur la condition. Donc, tant que la condition est bonne, on loupe à l'intérieur du corps de la boucle. On a la possibilité d'avoir le do while, okay, donc qui va exécuter au moins une fois la boucle avant d'aller chercher la condition puis d'essayer de répéter
le contenu de la boucle. Ça, c'est des choses qu'on est capable de connaître. Pour la book for, on a la book for de type Java ou de type C standard. Donc, on a 3 informations à l'intérieur de la boucle. Un condition de début qui va être exécutée une première fois, qui va être habituellement pour initialiser un compteur. On va avoir la condition qui permet de répéter la boucle. Puis, on va avoir l'incrémentation qui me permet d'avancer à l'intérieur de la boucle. Fait que ça reste comme on connaît aussi. On a le continue, on a le break qui existe aussi comme dans d'autres langages. Donc ça, c'est standard par rapport à des autres. Des labels, on n'ira même pas voir ça. Fait que les books, ça reste pas mal pareil. On a la possibilité d'avoir un switch case. Pas quelque chose qui est super utilisé, mais ça existe. Puis il n'y a pas rien de spécial à l'intérieur. Il est... comme le C ou le C++, ça veut dire qu'il faut un break pour être capable de briser le switch case. Donc, ça veut dire qu'il est fall true. Il y a des for each, mais c'est des méthodes spéciales. Puis, il va y avoir des book for. Ici, Jean-Félix demande, il n'y a pas de for each. Ça existe, mais c'est une méthode spéciale. Donc, fait que le for each, c'est une méthode qui va s'exécuter sur des éléments habituellement d'un tableau ou de quelque chose comme ça. Là. Donc, il n'y a pas d'itérateur, okay, d'éléments habituels. On va voir ces principes-là quand on va arriver dans un tableau un petit peu plus tard. Là. Ça va être après notre élément d'aujourd'hui. Ok, fait que là on tombe dans notre dernier gros bloc de retour, qui est le principe de fonction. Fait que le principe d'une fonction, c'est assez simple. Hein? On a la fonction. On peut avoir des paramètres d'entrée, puis après ça, on peut avoir un message. Bon, on peut avoir n'importe quoi. Puis à partir de là, si j'invoque la méthode, okay, ça l'exécute le contenu. Donc ça, c'est vraiment standard. Il n'y a pas rien de spécial là-dedans. Tout ce qu'on reconnaît comme étant dans le principe de fonction existe. Donc on peut avoir des variables locales dans les fonctions. On peut avoir des paramètres d'entrée, okay, qui vont être utilisés. Donc j'envoie des paramètres d'entrée. Parfait. On a le principe de retour qui existe aussi avec le mot-clé return. Donc tout ça, c'est des fonctions standards qu'on a dans pas mal tous les langages de programmation. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Si on revient un petit peu. Dans le principe de contexte, on peut utiliser des variables externes quand on a des fonctions en JavaScript. Donc ça, c'est très inhabituel, ok? Surtout si vous avez fait du Java ou du C# autrement. Donc, si j'ai dans un premier contexte une variable quelconque, puis que j'écris la fonction après avoir spécifié ce contexte-là, ben, je peux avoir accès à cette variable-là à l'intérieur de ma fonction. Donc, la fonction fait partie du contexte global dans lequel cette variable-là a été déclarée. Fait que je peux l'utiliser à l'intérieur. Fait que tu peux même la modifier. Tout ça, ça fonctionne. Fait que faire attention à ça. C'est à utiliser avec attention parce que ça s'apparente à des variables globales qui n'est pas quelque chose qui est habituellement qui est très dangereux à utiliser du point de vue débogage, lisibilité, maintenance. On a des deuxièmes choses différentes quand on a des paramètres d'entrée. Hein? Donc, on a une fonction, on a des parenthèses, on a les différents paramètres d'entrée à l'intérieur de la parenthèse. C'est des choses qu'on est supposé reconnaître. On peut avoir des valeurs par défaut. Fait qu'ici, j'ai un petit exemple. On a notre showMessage qui a deux variables, deux paramètres d'entrée, from et text. Mais je peux voir ici que text,
j'ai rajouté un égal puis une valeur par défaut. Fait que ça fait en sorte que si j'utilise cette fonction-là avec seulement le premier paramètre d'entrée, ben le deuxième paramètre d'entrée va automatiquement être rempli avec la valeur par défaut. Fait que ça me permet de créer des fonctions qui sont plus versatiles, qui vont avoir des éléments par défaut à l'intérieur. Tu peux aussi, quand tu crées tes différentes fonctions, regarder si ton paramètre d'entrée est undefined. Donc, si ton paramètre d'entrée est undefined, ça veut dire qu'il n'a pas été envoyé à l'appel de la fonction. C'est la même chose ou c'est similaire à mettre une valeur par défaut dans ta fonction. Parfait, parfait, parfait. Fait que ça, c'est ce qu'il y a pour les fonctions de base. Là, on tombe dans les versions alternatives. Puis c'est là que ça devient intéressant. Parfait. Juste un instant. OK. Fait qu'on va avoir ce qu'on appelle les expressions de fonctions. Fait que en JavaScript, okay, les fonctions, c'est pas un élément qui est spécial. Okay? Donc, c'est pas une entité qui a sa place autant qu'un fichier ou une variable. C'est en fait le contenu, okay, c'est une valeur. Ça veut dire que je peux prendre une fonction puis l'assigner à une variable. Fait que comment ça va marcher, ça? Fait que je me crée une variable, puis à l'intérieur, ben, je peux créer une fonction. J'ai pas besoin de la nommer, hein, parce que ça va être le nom de la variable qui va pouvoir être utilisé. Là, ici, je fais tout ça sur une ligne juste pour pas avoir appelé sur Enter, mais j'aurais pu très bien le mettre sur plusieurs lignes. Puis à partir de là, ben, je peux quand même utiliser la fonction, ok, comme si je l'avais invoqué autrement. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, je peux commencer à faire des choses funky comme assigner la fonction à partir de l'autre fonction, puis à partir de là, ben, je peux l'utiliser avec les deux variables que j'ai créées. Ça va pointer vers la même fonction. Fait que le principe, c'est que quand on a une fonction en JavaScript, c'est considéré comme étant une valeur comme spéciale, là, okay? Mais c'est un blob d'information qui peut être transmis d'une place à un autre. Ça va être utilisé quand... Puis qu'est-ce que ça nous permet de faire ça? Ça va être de utiliser ça comme des callback functions. Donc le principe d'un callback function, vous avez peut-être vu ça en tant que delegate function, vous autres. Le principe d'un callback function, c'est de dire, ben, j'ai une méthode, puis à un certain point dans une méthode, j'ai besoin d'appeler un autre élément, une autre fonctionnalité, mais je ne sais pas encore ça va être quoi. Fait que je veux que tu m'envoies en paramètre la fonction que je vais devoir utiliser. Fait qu'on a un exemple ici, où ma fonction reçoit des fonctions, ok, puis ces fonctions-là vont être appelées dépendamment de ce qui se passe dans mon programme. Fait qu'à partir de là, ben, quand je vais utiliser cette fonction-là, il va falloir que j'y envoie des fonctions qui existent. OK? Donc, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que, OK, je peux le faire avec le function en passant quand je crée ça, c'est la même chose que de créer une variable à l'inverse. OK? Mais ce que je peux faire, c'est que j'ai pas besoin de créer ces noms de fonctions-là. Ce que je vais être capable de faire, c'est avec les function expression, dire, ben OK, ce que je vais faire, c'est que je vais littéralement t'envoyer ma question directement comme paramètre.
puisque une fonction, c'est une expression, hein, c'est une valeur. Fait que je peux directement l'envoyer. Puis c'est cette fonction-là qui va être utilisée. Donc ici, on peut voir qu'on a coupé beaucoup de code pour avoir quelque chose de très 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 concis dans notre programme principal. On va revenir au callback function. C'est quelque chose qui est extrêmement utilisé en JavaScript puis dans le web moderne. Avec le principe qu'une fonction est une expression, c'est quelque chose qu'on va revenir, comme c'est pas complètement stable pour l'instant, c'est correct. On va continuer dans cette même lignée-là, okay, parce que d'écrire des fonctions d'expression, on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop long pour notre vie du commun des mortels. Fait qu'on a décidé de raccourcir la syntaxe. Okay, donc, ce qu'on appelle les arrow functions, c'est un raccourci syntaxique pour représenter une fonction. Fait qu'on a vu que je peux écrire une fonction comme ça. Je peux l'écrire comme ça. Mais je peux l'écrire encore plus rapidement en coupant le mot function, en mettant juste les parenthèses. J'ai dit juste les parenthèses. Suivi d'une flèche. Puis après ça, s'il y a juste un retour, je peux directement aller l'écrire sans rien mettre d'autre. Fait que je peux voir ici que j'ai créé une fonction. J'ai dit, OK, ben, ça ici, c'est un arrow function, qui est une déclaration de fonction sans écrire le mot fonction. Fait que ça me permet de mettre une liste de paramètres. OK, donc là, j'en ai mis aucun, mais j'aurais pu en avoir. Je mets une flèche pour dire si j'ai directement un retour, je peux juste mettre directement une instruction qui va être le retour. Fait que mettons que je veux me faire une fonction, OK, qui va rajouter deux nombres ensemble, puis qui va me retourner le résultat. Bon. C'est boboche comme fonction, mais ça me permet de voir tous les mécanismes ici. Là. OK? Fait que on va faire les trois méthodes. Fait qu'on va avoir la première qui va être la déclaration de fonction standard. OK. Fait que on a une fonction qui me permet d'ajouter deux valeurs. Rien de trop fancy ici. On a une deuxième méthode qui me permet d'avoir une variable qui va avoir une fonction d'expression. On va l'appeler V2. Puis elle aussi fonctionne. Puis on va avoir une troisième méthode qui va être le arrow function, qui va être celle-là qui va être la plus utilisée, juste parce qu'elle prend moins de place. Okay? Elle fait rien de plus. Fait qu'on déclare une variable, on y assigne quelque chose, puis là on dit, on enlève le mot function, on commence tout de suite avec nos paramètres d'entrée, puis on y donne une petite flèche, puis à l'intérieur, je fais juste retourner le résultat de l'expression que je veux avoir. Puis bam, on a quand même le résultat qui fonctionne. Fait que ça me permet de créer des fonctions qui sont extrêmement concises, qui vont me permettre d'envoyer des callback functions à d'autres éléments qui vont me dire prends cette fonction-là, puis tu vas pouvoir l'utiliser, puis en avoir comme tu en as besoin. Sinon, c'est pas mal ce qu'on voulait voir. Il nous reste une dernière petite affaire qui est les objets. Donc, on va revenir sur les objets en temps et lieu. Pour l'instant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les objets en JavaScript, c'est un type primitif.
puis les objets sont capables de vivre indépendamment. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on n'a pas besoin de classes en JavaScript. Les classes, c'est quelque chose qui ont été rajoutées très récemment, puis qui est juste une version comme bizarre, puis rapiécée des classes. On peut avoir des objets qui sont complètement indépendants, puis qui vont avoir différentes propriétés à l'intérieur, puis différentes méthodes. Puis ces méthodes-là vont être complètement dynamiques. Il n'y aura pas rien de spécial. Fait que quand on déclare un objet, on peut avoir ici le égal, puis c'est un peu comme un dictionnaire. Ça veut dire que je peux avoir des champs, okay, des clés, puis après ça, on va avoir des valeurs qui s'y rattachent. Je peux les délimiter, puis je peux avoir autant de clés que j'ai besoin, avec autant de valeurs que je peux en avoir besoin. Puis à partir de là, j'ai marqué X, puis il était X déjà. Oups! On va refaire ça correctement. On a le B. Puis on a maintenant le Z qui est capable d'aller chercher. Là, qu'est-ce qui est intéressant avec les objets? Ça va être d'aller chercher les informations à l'intérieur de l'objet. Donc, pour aller chercher des informations à l'intérieur d'un objet, on a deux méthodes d'accès. Donc, la première, ça va être d'utiliser la dot notation, d'utiliser le point suivi du nom de qu'est-ce qu'on est en train d'aller chercher. Donc, directement le nom du champ, le nom de la clé. Donc ça, c'est le standard, c'est quelque chose qu'on s'attend, qu'on est habitué dès qu'on a fait un petit peu de programmation orientée objet. Qu'est-ce qui est différent en JavaScript, en fait, qu'est-ce qui est ajouté, c'est la méthode par bracket carré. Donc je peux utiliser, après le nom d'un objet, des brackets carrés, puis à l'intérieur des brackets carrés, je vais mettre une chaîne de caractères qui représente le nom de la clé que je vais aller chercher. Donc ici, je peux aller chercher ça ici, puis on peut voir que ça me donne la même réponse que si j'avais utilisé le point à la place. Là, la question que vous pouvez vous poser, c'est « Ok Hugo, mais pourquoi est-ce que je voudrais utiliser ça dans ma vie, moi? Z crochet, guillemets, A, guillemets, crochet, quand je peux juste utiliser Z.A. » Ben, le principe ici, c'est que ça ici, c'est une expression. Ça veut dire que je peux avoir une variable qui va contenir le nom du champ, puis je peux donc par la suite aller utiliser cette variable-là pour aller chercher de manière informatique, de manière algorithmique, le champ que j'ai besoin. Donc, cette appellation-là est très utile parce que des fois, quand tu vas chercher de l'information d'un utilisateur, ou ça se peut que tu aies besoin d'aller chercher différents champs, tu peux juste mettre le nom du champ que tu vas aller chercher dans une variable, puis ça va te permettre d'aller le chercher correctement à chaque fois. Parfait, on va revenir sur les objets un petit peu plus tard, puis au fur et à mesure qu'on commence à les utiliser dans la session. Ici, tantôt tu parlais d'un for each, il existe une boucle spéciale pour les objets qui va aller chercher chacune des clés. Fait que, il existe le for, on va dire Z. Puis on va dire let key aussi. Ça, qui va me permettre de faire une boucle sur les différentes clés. Ok, donc les clés, hein, c'est les noms des différentes propriétés là, qui vont me permettre d'aller chercher les différentes clés. Puis après ça, ben, tu peux commencer à aller chercher ça puis l'utiliser à l'intérieur comme tu as besoin. Habituellement avec la notation de bracket carré.
il y a des méthodes qu'on peut rajouter dans les objets, hein, puisque les objets, puis les objets aussi sont complètement dynamiques. Hein. Fait que ici, je peux décider de mettre une méthode à l'intérieur. On va utiliser les arrow functions. Donc, je me mets une petite flèche, puis je peux avoir une fonction qui est à l'intérieur. Fait qu'à partir de là, je peux appeler cette fonction-là, puis elle va s'exécuter. Puis, à ce point-là, Z a juste 3 éléments. Donc, les objets en JavaScript sont complètement dynamiques. Hein? Il n'y a pas de syntaxe de classe qui est automatiquement rattaché avec. On va voir que ça existe, okay, puis qu'on l'utilise en fait avec React, mais par défaut, les objets sont complètement dynamiques au complet en JavaScript. Fait que ça fait le tour de qu'est-ce que je voulais voir aujourd'hui. Donc, juste les principes fondamentaux qui sont considérablement différents en JavaScript. Ça va nous permettre de commencer à travailler avec les exercices d'aujourd'hui. Donc, on va aller ici. Vous devriez avoir créé votre compte GitHub hier. Donc, on va aller regarder aujourd'hui comment faire la gestion d'un projet Git avec GitHub. Fait que premièrement, vous voulez aller ici. Exercice d'aujourd'hui. Puis vous allez aller, quand vous allez cliquer là-dessus, ça va vous demander d'aller sur votre compte GitHub. Puis une fois connecté, ça va vous dire est-ce que vous voulez commencer le projet. Tu cliques sur oui. Puis là, ça va te donner une adresse qui va te donner le nom du repo. OK? Fait que ça va être quelque chose comme introduction JavaScript le nom que tu t'es donné sur GitHub. Puis à partir de là, le projet est créé sur leur site. Là, nous autres, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on fait pour prendre ce projet-là, le mettre sur notre ordi, commencer à travailler dessus sur notre ordi, faire des modifications, puis remettre les modifications sur notre site par la suite. Ici, je vais vous linker une vidéo aussi que j'ai préparée. Donc là, je vais démontrer comment utiliser GitHub Desktop. Mais faites-vous-en pas, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, si vous ne réussissez pas à le faire en même temps que moi, j'ai fait une vidéo qui va nous permettre de le faire en même temps. Donc, je vais le linker à l'instant sur le site. Fait que, ici, on va le marquer. OK. Donc, à partir de là, quand tu vas arriver sur... donc, ici, on va fermer celui-là. On n'en a plus besoin. Donc, quand tu vas arriver, tu devrais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Quand tu as accepté le lien des exercices, tu te retrouves sur ce qu'on appelle un repository. Donc, quand on travaille avec Git, chaque projet, okay, chaque dossier de projet s'appelle un repository. Donc, c'est là qu'on va gérer notre projet, c'est là qu'on va faire les différents changements, c'est là qu'on va travailler. Donc, on veut ouvrir le deuxième utilitaire que je vais demander d'aller chercher, qui va être GitHub Desktop. Juste un instant, il faut que je le set up pour que ça vous le montre de la même manière que ça devrait arriver pour vous. OK. Fait que le premier coup que vous allez ouvrir GitHub Desktop, il va vous demander évidemment de vous loguer sur votre compte de GitHub. Vous pouvez cliquer le lien, ça va vous ouvrir une page, vous le suivez, puis quand vous allez l'ouvrir par la suite, ça devrait avoir cette vision. Donc, à l'intérieur de celui-ci, c'est là qu'on va commencer à travailler dans nos différents projets à l'intérieur du cours. Pour prendre notre élément de ce cours-ci, okay? Donc nos exercices d'introduction JavaScript,
on veut le copier sur notre machine personnelle, parce qu'en ce moment, ça existe juste sur le site de GitHub. Fait que pour être capable de prendre le code qui est sur le site, puis de en faire une version locale, l'action, puis vous allez voir, c'est toute une syntaxe, toute une nomenclature, là, le monde de Git. Fait qu'il faut comme s'habituer à dire les bons mots aux bons endroits. Donc, pour être capable de gérer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cloner un repository. Donc, l'action de cloner, c'est de le prendre de quelque part d'autre, puis de le mettre localement sur ton ordi. Donc, à partir de là, il devrait automatiquement dire, bon, sur github.com, voici les différents repositories que tu as de disponibles. Moi, en ce moment, j'en ai plusieurs. Vous autres, vous devriez juste en avoir un. Fait que moi, il faut que je le recherche un petit peu. C'est lui-là. Il va falloir que j'aille le déliter avant, parce que je l'ai fait l'autre jour. Donnez-moi un instant. Ok, non, c'est celui-là. Okay. Parfait. Fait que on a ici le repo qui va être disponible. Puis ensuite, on peut voir qu'il y a un dossier local. Donc, faire attention, c'est là que ça va être téléchargé, c'est là que vous allez pouvoir commencer à travailler avec. Donc, on peut le cloner. Puis là, on peut voir ici que c'est comme le menu de base de GitHub Desktop. Ça nous dit, ton projet en ce moment, il n'y a aucun fichier qui est problématique, il n'y a aucun fichier de changé, ok? Il n'y a rien à faire. On peut commencer à travailler dans le projet. Donc, GitHub Desktop, c'est seulement un logiciel de gestion de projet. Il n'est pas fait pour modifier le texte à l'intérieur, il n'est pas fait pour changer le contenu. Donc, ce qu'il nous faut, là, c'est un éditeur qui va être capable de changer ce qu'on a besoin. Donc, on a, par défaut, si vous avez installé Visual Studio Code, il devrait être disponible ici. Si ce n'est pas le cas, ou si vous avez un autre éditeur par défaut, vous pouvez le changer dans les préférences du logiciel. Okay? Donc, tu peux aller changer l'éditeur que tu veux utiliser par défaut, si ce n'est pas Visual Studio Code. Fait que quand on va cliquer là-dessus, ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre avec Visual Studio Code de prêt qui va être à l'intérieur du dossier dans lequel on est en train de travailler. Donc pour aujourd'hui, on a un README qui va avoir toutes les informations à chaque fois qu'on a un projet. Donc il faut lire le README pour savoir quoi faire. Donc ici, on a une série d'exercices. Donc on a une douzaine d'exercices à faire en JavaScript. Pour chacun des exercices, je demande de créer un fichier .gs qui va avoir le code, puis des exemples pour l'utiliser. Puis, je vous demande de le tester avec Node pour démontrer que c'est fonctionnel. Fait que là, on va commencer à travailler, voir comment est-ce que je travaille dans Visual Studio Code. Donc, le principe, c'est, bon, je peux créer des nouveaux fichiers. Donc, je peux aller dans File, je peux faire POM-N ou CTRL-N. 50 millions de manières de faire des nouveaux fichiers. Donc, je vais l'appeler exercice 1, mettons, .js. Donc, faire attention, c'est un fichier en JavaScript, ça va être l'extension .js. Puis, à partir de là, je peux commencer à travailler. Fait que là, ici, si je regarde dans mon README, puis je peux commencer à déplacer les fenêtres comme j'ai besoin pour avoir toutes les informations que je veux à n'importe quel moment. Donc, ça dit écrire un programme en JavaScript qui additionne deux nombres ensemble. Parfait, c'est la fonction qu'on a faite tantôt. Fait que si, mettons, j'essaie d'utiliser les arrow functions, je peux faire ça ici. J'ai fait ça dans le mauvais ordre. Et voilà. Puis là ensuite, je demande d'avoir des petits tests juste pour démontrer que ça fonctionne. Fait que ici, on fait un console log, on utilise ma fonction. Puis juste par principe, on va aller en faire deux. Fait que là, j'ai ce fichier-là de prêt, puis je veux commencer à l'exécuter. Donc, je veux utiliser Node pour être capable de
exécuter ce fichier-là. Donc, avec Visual Studio Code, on a un terminal intégré qui est très utile parce que ça nous permet de ne pas avoir 50 millions de fenêtres. Fait que je peux ici aller dans Terminal ou utiliser le raccourci quelconque de notre ordinateur. Puis ça me donne un terminal qui s'ouvre directement dans le dossier courant de notre projet. Fait qu'à partir de là, on avait vu que je peux utiliser Node, puis aller mettre le nom du fichier que j'ai créé, puis ça va me sortir les instructions, tout le code que j'ai représenté ici. Fait que là, ici, j'ai réussi à faire le premier exercice. Fait que ça, c'est plus de la programmation standard. Maintenant, voyons voir le restant de nos actions, de notre workflow qui travaille avec Git et GitHub. Fait que si je reviens dans GitHub Desktop, on voit que quand je reviens dans la fenêtre, il a détecté qu'il y a eu un changement dans le projet. Okay, donc, à chaque fois que je fais un changement, il va détecter qu'il y a un changement, puis il va dire « Hey, il y a des nouveaux changements. Veux-tu le sauvegarder comme un nouvel état du projet? » Donc, quand on travaille avec Git, chaque état de projet que je peux sauvegarder, on appelle ça un commit. Okay, donc, le principe ici, c'est que j'ai fait des changements, puis je veux le committer dans mon projet courant, dans mon projet local. Fait que ici, GitHub Desktop te fait la majorité des actions automatiquement. Il faut que tu décides quel fichier tu décides de rajouter dans ton commit, donc quel fichier qui a été changé, qui est important de sauvegarder dans notre projet Git. Puis, il faut aussi envoyer un message avec ce commit-là. Donc, par défaut, lui, il va automatiquement essayer de créer un message, mais moi, je peux changer le message. OK, comme j'ai besoin. Une fois que j'ai fait ça, je peux ici cliquer sur le Commit to Master. OK, donc c'est le nom ici de ce qu'on appelle une branche, une version du projet. Pour l'instant, on peut faire fi un peu de ça. Le principe, c'est que quand j'ai sauvegardé sur mon disque des modifications, c'est pas encore sauvegardé dans le projet Git. OK, donc qu'est-ce qui est sur le disque puis qu'est-ce qui est dans le projet Git, c'est deux éléments distincts. Fait que là, je vais prendre ce qui est sur le disque, puis le sauvegarder dans mon gestionnaire de projet Git. Fait que je vais faire un commit. Fait que je peux cliquer ici sur le commit. Fait que là, ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qui est sur mon disque localement est maintenant sur mon projet local de Git. Mais là, il reste encore notre GitHub qui existe, puis que lui, il n'a pas été encore modifié. Parce que quand on fait un clone, on fait une copie conforme de qu'est-ce qu'il y a. Ici, on a changé des choses. Mais là, il faudrait synchroniser ces changements-là entre les deux. Fait que pour faire une synchronisation du changement, c'est ce qu'on appelle un push. Donc, je vais prendre ce qu'il y a dans mon élément local, qu'est-ce que j'ai dans mon projet sur Git, sur mon ordinateur, puis je vais le push vers l'origine, l'élément original, qui était la version sur GitHub. Fait qu'on peut voir ici qu'on a le push origin, qui nous demande de travailler avec ça. Donc, quand on a fait un changement local, on l'envoie ensuite sur GitHub. Donc, je vais push. On pouvait aussi cliquer ici qui faisait la synchronisation. Il y a 50 manières de faire les choses. Puis, si je retourne sur le site web original, je peux voir que l'exercice que j'ai créé est maintenant disponible. Il y a 1 minute. Je peux le regarder sur le site web, puis je peux voir que ça vient de ce commit-là où c'est que j'ai ajouté le premier exercice. Donc, aujourd'hui, ce que je veux qu'on fasse pour le restant de la journée, c'est de setuper le projet correctement, d'être capable de le cloner, d'être capable de commencer les exercices, puis extrêmement important, à chaque fois que vous avez fini un nouvel exercice, faites un nouveau fichier pour chaque exercice, committez-le, faites le push sur GitHub, allez voir sur le site, assurez-vous qu'il est disponible, puis ça va nous habituer à la boucle de gestion d'un projet Git, puis au fur et à mesure qu'on avance dans la session, on va travailler sur différentes manières de voir les choses, différentes manières de faire pour être capable de mieux gérer des projets Git. Fait que ça termine la partie magistrale de la journée.
Donc, pour le restant de la période, moi, je vais rester disponible. Okay, vous pouvez m'appeler, vous pouvez me texter comme d'habitude. Vous devez aller chercher le projet sur GitHub, être capable de faire un clone sur votre ordinateur, répondre aux différentes questions, puis à chaque question, faire un commit et un push pour qu'on puisse voir sur le repository en ligne qu'il y a eu des modifications. Moi, à partir de là, c'est de là que moi, je peux vous aider. Donc, moi, j'ai une vue d'ensemble de tout le monde qui travaille sur leurs différents repositories, puis je peux venir les aider quand ils viennent faire des commits, puis je peux commenter sur ces éléments-là. Fatou, tu avais une question, mais elle a disparu. Est-ce que c'est correct? Oui, je voulais savoir comment accéder à ton repository. Et ça se trouve dans la vidéo que tu as mis dans le lien, non? Oui, puis le lien des exercices d'aujourd'hui, c'est comme ça que tu vas avoir un accès initial à ton repo. Ou sinon, la manière la plus simple, c'est que si tu s'en vas directement sur le site principal, tu vas avoir une liste de tes repositories. OK? Donc, moi, j'en ai comme 200 millions, là, mais vous autres, vous allez juste en avoir un. Fait qu'une fois que tu as cliqué sur le lien que je vous ai mis dans le chat des exercices, ça va vous créer votre repository, puis c'est à partir de là que vous pouvez aller chercher les différents éléments à l'intérieur. OK. Ça marche. Parfait. Merci. Fait que c'est tout pour notre partie magistrale